Notre invité du jour est l'ancien ministre du Logement, conseillère générale des Yvelines et présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate et aussi tête de liste en Ile-de-France pour les européennes sous le label Force Vie. Bonsoir Christine Boutin. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là parmi nous. Force Vie, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce label? Force, c'est un label qui montre que nous aimons l'homme, l'humanité et la vie dans toute sa globalité. Force Vie, c'est le dynamisme, force, et la vie sous tous ses angles. Pourquoi se lancer dans les européennes? Force Vie, d'autres peuvent la représenter, cette force et cette vie. Non, je crois que malheureusement, après toutes ces années d'expérience que je peux avoir en politique, je m'aperçois que la vie est devenue quelque chose de relatif. Nous avons la promotion de la vie, de la conception à la mort naturelle. Pour nous, c'est quelque chose de très important parce que toucher aux plus fragiles, c'est toucher à toute l'humanité. Mais c'est aussi la vie dans toute son expression journalistique, agricole, européenne, nationale, etc. Une représentation sur l'ensemble du territoire, métropole et outre-mer. Absolument. Ça, c'est un premier objectif que nous nous étions donné parce que ce n'est pas si simple de pouvoir constituer des listes, de rassembler 152 personnes. Et en fait, nous avons 8 listes pour les 8 circonscriptions européennes Force Vie. Et le financement? Alors le financement, c'est très décentralisé notre système. Nous avons une charte qui rappelle une dizaine de principes de fond, dont le respect de la vie bien sûr, mais dont les racines chrétiennes de l'Europe par exemple à réinscrire dans la charte, etc. Cette charte a été signée par chacune des têtes de liste et ensuite chacun c'est très subsidiarité notre affaire. Chacun est responsable de sa liste, sa constitution, du financement, de sa stratégie. Le plus important c'est de respecter les principes. Après chacun fait suivant ce qu'il croit bon sur son territoire. Alors en Ile-de-France, vous avez constitué votre liste sur Absolument. quels critères? Sur les critères de représentativité et aussi d'hommes et de femmes qui depuis longtemps ou moins longtemps se sont engagés pour la promotion de la personne humaine comme étant l'alpha et l'oméga de toute décision politique. Et incapacité de vous entendre avec Nicolas Dupont-Aignan par exemple? Avec Nicolas, on a essayé nous sommes rencontrés, mais il y a sur les problèmes sociétaux, en particulier des divergences. Ils sont beaucoup moins engagés que nous ne sommes sur le mariage homosexuel, par exemple. Et puis, c'est un regard souverainiste que nous n'avons pas. Force Vie est un label européen. Nous sommes pour l'Europe, pas pour cette Europe-là. De reste, moi, j'ai voté contre tous les traités quand j'étais parlementaire. Non pas parce que je n'étais pas européenne, mais parce que j'étais européenne et mais que ce qu'on nous préparait, c'était la technocratie, c'était le mur dans lequel nous sommes aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous dites dans un entretien accordé à la presse écrite que qu'on vit un moment important d'un changement de civilisation que je n'accepte pas. Et j'avais en retour, si vous voulez, le point de vue d'Erwan Binet, qui est socialiste, qui a été un des combattants pour le mariage homosexuel, et qui lui dit, je crois que c'est dans le Figaro de ce lundi, que la loi n'a pas révolutionné notre civilisation et que ça n'a pas terni l'image du mariage. Christine Boutin, tout va bien. Je veux dire, voilà, le mariage homosexuel est passé, la vie n'a pas changé, votre vie n'a pas changé. Je ne veux pas répondre à M. Erwan Binet parce que c'est, à mon avis, sans intérêt, bien qu'il soit dangereux, cet homme. Le changement de civilisation, s'il parle de changement de civilisation, ça ne se fait pas en 6 mois ni en 1 an. Il est bien évident que le changement de civilisation que je dénonce aujourd'hui est le résultat d'abandon depuis plus de 40 ans. Et peut-être que pour moi, ça remonte avant la Révolution française. C'est une logique qui a amené petit à petit à ce changement de civilisation dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quel est-il, ce changement de civilisation? C'est de considérer que l'on peut construire une société sans transcendance. Et l'on veut l'établissement de la toute-puissance de l'homme. Eh bien, moi, je pense que la toute-puissance de l'homme, comme règle du jeu, conduit à la barbarie et à la violence. Je ne souhaite pas pour mes enfants et mes petits-enfants une société sans transcendance. Et quand je parle de changement de civilisation, ce n'est pas quelque chose qui est dans ma tête. Quand j'étais voir Madame Taubira au mois de septembre 2013 pour lui dire « ce n'est pas possible que vous fassiez cette loi », elle m'a dit « nous sommes là pour cela, nous voulons changer de civilisation. Il n'y aura pas de référendum, nous voulons changer de civilisation ». Eh bien moi je dis que nous, aujourd'hui, tous les Français, que l'on soit de droite ou que l'on soit de gauche, que l'on croit en Dieu ou que l'on n'y croit pas, mais que l'on croit vraiment à la primauté de la personne humaine, nous sommes au pied
du mur. Il va bien falloir choisir, il va bien falloir décider. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de lancer le label Force Vie, qui, à mon avis, ira bien au-delà des européennes. Mais vous concevez avec moi que la famille, elle a évolué aussi. C'est pas un changement de civilisation que de prendre acte des évolutions et puis d'en tenir compte. D'abord, la grande question que vous posez, est-ce que la loi doit légitimer les faits? Certainement pas. Ou sinon, on pourrait dire, eh bien, j'assassine mon mari, eh bien, on va faire une loi pour légitimer l'assassinat. Non, ça ce n'est pas du tout un argument. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui perd tous ses repères et dans lequel il faut réaffirmer ce qui est important. C'est ça que vous dites, ne pas faire de l'homme une variable d'ajustement. Oui. C'est dans cet esprit-là. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire, variable d'ajustement? C'est par exemple quand on considère que l'embryon doit être donné à la recherche, alors qu'on sait parfaitement que ces recherches n'apportent rien quant à l'avancée de la science. Nous ne sommes pas des anti-scientifiques pour la recherche, mais la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous disait un philosophe bien connu. Mais c'est aussi dans l'économie. Aujourd'hui, on voit très bien que ce sont les intérêts financiers qui priment toutes les décisions économiques et que la personne humaine est considérée comme je te prends ou je te prends pas, suivant que j'ai besoin de toi ou pas. Ce n'est plus l'organisation de la société ou de l'industrie ou de l'entreprise autour de la personne humaine, de sa valorisation dans le but de la production et de la mutualisation du reste du partage des produits, c'est je te prends ou je te jette suivant que tu m'apportes de l'argent ou pas d'argent. Et ça, nous n'en voulons plus. Nous disons à Force Vie, ce n'est plus acceptable. Alors vous évoquez quand même d'autres thèmes. C'était aussi une petite surprise. Je pensais que vous restiez sur ces questions sociétales. On m'aperçoit par exemple que sur l'euro, vous avez un point de vue assez ferme. Oui, absolument. Et oui, parce que la vie, ce n'est pas uniquement les problèmes de société. Je vais répondre à votre question, mais ce qui se pose aujourd'hui, c'est en politique, quels sont les fondamentaux, quels sont les fondements, sur quelle histoire nous nous appuyons pour construire notre avenir. Aujourd'hui, la politique est hors sol. Voilà. Donc les gens vont, suivant la marée ou suivant les vents, suivent ainsi leur ligne. Donc il n'y a plus de ligne. Ce qu'il faut, c'est réaffirmer les choses. Et quand on défend la vie et la personne humaine, eh bien c'est tous les champs qui sont concernés. Alors en ce qui concerne la monnaie, on voit qu'en France, il y a énormément de gens qui souffrent, qui n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat. Nous savons qu'il y a de la création de monnaie qui se fait par la BCE, pour laquelle nous remettons en cause son indépendance. Du reste, quand j'étais politique parlementaire, je n'ai pas voté l'indépendance de la BCE, parce que c'est une erreur majeure. Ce sont les politiques qui ont abandonné leurs responsabilités. Nous disons qu'il faudrait garder l'euro pour les échanges internationaux, parce que ceci est un contrebalancement vis-à-vis du dollar, mais sur la nation à laquelle nous sommes attachés, l'identité de notre pays, la France, que nous aimons, nous voulons une monnaie qui soit une monnaie complémentaire, que l'on peut tout à fait, que la Banque de France pourrait parfaitement créer, que les traités, malgré ce que l'on en dit, nous permettent de le faire, et qui serait l'euro-franc. Ça permettrait un développement du pouvoir d'achat pour chacun d'entre nous, et ça, naturellement, ça entraînerait la croissance. Alors il y a Force Vie, puis il y a Force Utopie aussi, parce que vous avez une vieille marotte qui ressort, mais c'est celle que vous aviez quand vous étiez ministre du Logement, si vous me permettez de citer cela, c'était la création d'un revenu de base. Mais alors là, il était français, maintenant vous voulez un revenu de base européen, sans tenir compte des disparités entre les nations. Cher monsieur, c'est même avant d'être ministre, puisque la première fois où j'ai parlé du revenu de base, c'était lors d'un rapport que m'avait demandé monsieur Raffarin sur l'isolement, et je proposais la création de ce revenu de base, c'était en 2002. Alors c'est une idée qui peut paraître utopique, mais qui, à mon avis, verra le jour un jour, mais qui remet en cause complètement notre système de répartition actuellement de la richesse, et qui est beaucoup plus équitable, qui permet le dynamisme de la créativité à s'exprimer. Aujourd'hui, chacun, nous avons des ressorts de création, et nous ne les mettons pas en œuvre parce que nous avons peur de mettre en cause l'équilibre financier, par exemple, de notre famille. Mais c'est quoi, c'est un RMI pour tous? Non, c'est pas du tout. Non, parce que c'est pas donné sous condition. C'est parce que vous existez, monsieur. Parce que vous existez, vous êtes la richesse de ce pays. Parce que vous existez, vous héritez du savoir-faire des générations passées.
Ce savoir-faire qui est immatériel représente bien une richesse et vous avez, vous, la responsabilité de le transmettre en l'augmentant. Et là, le financement ça veut dire, alors attendez, ça veut dire quelque chose d'important, c'est-à-dire que vous êtes dans la chaîne de l'humanité, c'est pas un hasard, pas du tout. Vous êtes là dans l'histoire de votre humanité et vous héritez et vous transmettez. Alors voilà, donc cette répartition, elle se fait de façon équitable. Avec les chercheurs, les économistes avec lesquels je travaille, en particulier il y a Marc de Basquiat, qui est sur ma liste du reste, qui est un économiste reconnu aujourd'hui, eh bien on propose la dotation de 400 € de la naissance, enfin de 18 ans à la mort, sans aucune condition, et de la naissance jusqu'à 18 ans de 200 €. Sur cette base-là, qui peut être critiquée, les comptes ont été faits, il n'y a pas de dépenses supplémentaires de l'État par rapport à aujourd'hui. La seule chose, c'est que la répartition est naturellement différente. Mais voyez, dans une famille de 2 adultes, 2 enfants, vous avez 400 €. 400 €, ça fait 800 €. Plus 200, ça fait 1000, ça fait 1200 € qui arrivent dans la famille. Elle est sûre, cette famille, d'avoir 1200 € parce qu'elle hérite et qu'elle va transmettre. Et ça lui donne la possibilité, bien sûr, de travailler, parce qu'on ne peut pas vivre à 400 €. Nous sommes pour le travail, mais ça la donne une sécurité initiale à la famille, ça encourage les gens à vivre ensemble plutôt qu'à vivre chacun séparé, et ça permet de libérer sa créativité. Il y a beaucoup d'ambiguïtés à travers vous. Est-ce que vous êtes consciente de cela, ces ambiguïtés qu'on a du mal à lever quelquefois? Écoutez, merci de me poser ces questions. J'espère que je vais aider à les lever. Moi, je n'ai pas du tout d'ambiguïté. Ouais. Mais je vous en donne une, par exemple. Vous me dites que Force Vie, c'est un label indépendant, que c'est une franchise politique. Et vous dites, ce sont les personnes issues de la société civile qui ne cèdent pas à avoir d'engagement partisans. Mais en fait, des engagements partisans, il y en a autour de vous tout le temps. On vous voit aux côtés de Farida Belgoul, c'est bien un engagement partisan. On vous voit à côté de Jean-Claude Martinez, c'est un engagement partisan. Quand vous écrivez des petits mots de soutien à Paul-Marie Couteau, qui est ancien député villieriste et Front National, c'est un engagement partisan. La vie est un engagement partisan. Oui, si vous le voyez sous cet angle-là, mais moi je peux vous répondre qu'il y a aussi dans la vie politique des réalités humaines et des amitiés. Quand vous me parlez de Paul-Marie Couteau, je le connais depuis des années. Paul-Marie Couteau, je l'ai fait venir dans ma circonscription quand j'étais député pour qu'il nous parle de l'Europe en 2005 ou en 2009, je ne sais plus, mais enfin dans ces années-là. Donc il est venu parler de l'Europe. Madame Belgoul, moi je ne sais pas à quel parti elle appartient et ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dit sur le genre et les mots forts qu'elle emploie. Moi ce qui m'intéresse, ce sont les personnes. Notre ami Martinez, il est plus au Front National, de près ce que je sais. Il a eu son histoire naturellement. Mais voilà. Alors, mais il s'agit, si vous voulez, la vraie question que vous posez aujourd'hui, l'ambiguïté, elle est plutôt dans nos têtes et dans nos représentations, où nous croyons qu'il existe encore une droite et une gauche. En réalité, il n'y a plus ni droite ni gauche, parce que ce sont les mêmes. Je parle de l'UMP. L'UMP s'est mise... C'est l'UMPS, mais ça, il y en a d'autres qui le font. Oui, mais du reste, j'ai reconnu à Madame Le Pen le fait d'avoir été la première à le dire. Mais moi, je rajoute Front National, UMPS, FN. C'est le même paquet et c'est le même système. Que j'explique. L'UMP s'est mis sur le champ sociétal, sur les idées de la gauche. Maintenant, elle est favorable, l'UMP, au mariage homosexuel, etc. On y reviendra peut-être. Quant à la gauche, elle s'est mise sur le champ économique, libéral de la droite. Donc, c'est exactement la même chose. Quant au Front National, le Front National, lui, il est devenu, comme vous l'avez cité tout à l'heure, relativiste. Il est devenu, sur les problèmes de société, aucun engagement véritablement sur le mariage homosexuel, sur l'avortement, etc., etc. Donc, les ambiguïtés, elles sont plutôt là. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Les choses sont en train de changer. Ce qu'on croyait à droite est à gauche, ce qu'on est à gauche est à droite, on est dans le temps de la confusion. Et Force Vie est une nouvelle offre politique que nous proposons aux Français. C'est-à-dire de savoir quelle est la place de l'homme que vous voulez mettre dans l'organisation de notre société. Alors, qui dit nouvelle offre dit rupture. Vous avez dit le 2 mai dernier, vous aviez une rupture idéologique avec l'UMP. Oui. Et dans ce cas-là, comment se fait-il qu'il y ait encore des gens de l'UMP à vos côtés? Par exemple, le Parti chrétien-démocrate, votre président est un député UMP. Les règles du jeu, vous savez très bien, à l'Assemblée nationale sont ainsi faites que si on est dans les non-inscrits, on n'a absolument aucun pouvoir. Donc, M. Poisson, pour lequel je tiens à dire mon
admiration et mon respect, fait comme il l'entend. Je sais que s'il était non inscrit, il n'aurait pas pu faire le travail remarquable et que tout le monde a remarqué sur le mariage homosexuel. Il faut savoir que M. Poisson, par exemple, a refusé d'être le porte-parole de l'UMP sur le mariage homosexuel parce qu'il n'a pas voulu signer l'amendement de l'UMP sur l'union civile. Alors, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Les codes, les règles du jeu de l'Assemblée nationale sont ainsi faites. En ce qui me concerne... Quel constat d'échec pour vous? Vous étiez encore en train de soutenir Copé il n'y a pas si longtemps que ça. Cher monsieur, mais ça, le fait de soutenir Copé ou pas Copé n'est pas important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'effectivement, malheureusement, vous avez raison de dire que j'ai échoué sur tous mes combats politiques, c'est-à-dire les combats de fond. J'ai échoué sur la recherche de l'embryon, j'ai échoué sur le mariage homosexuel, j'ai échoué sur le gender qui est en train de se développer. Donc sur les problèmes de fond, oui, j'ai échoué. J'ai pensé... parce que les règles du jeu de l'Assemblée nationale sont ainsi, il faut appartenir à un groupe pour pouvoir la possibilité de s'exprimer, qu'il était possible de changer de l'intérieur, eh bien, avec mon expérience, je dis c'est une erreur. Et maintenant, depuis que j'ai vu que l'UMP soutient M. Juncker, qui est le candidat de la droite, si elle est majoritaire en Europe, pour devenir le président de la Commission. M. Juncker a fait voter le mariage homosexuel au Luxembourg, a fait voter l'euthanasie et est favorable à l'ouverture de la Turquie à l'Europe. Si à partir du moment où l'UMP soutient comme candidat, comme président de la Commission, un homme qui a de telles idées, moi je ne peux pas continuer. Là je ne peux plus jouer, je ne peux plus accepter même les codes, et je dis je suis en rupture, et en rupture profonde. Mais Vous regrettez d'avoir été ministre de Nicolas Sarkozy? Non, je ne regrette pas, parce que vous savez ce que j'ai fait quand d'abord j'ai fait un travail, je crois, important lorsque j'étais au logement, quand je vois les contacts que j'ai encore 5 ans plus tard avec mes partenaires du logement. Mais vous savez ce que j'ai, c'est peut-être ce qui m'a coûté du reste le fait qu'on me jette comme un Kleenex. J'ai évité le statut du beau-parent, qui n'était pas dans ma compétence ministérielle, mais Mme Morano voulait créer le statut du beau-parent, qui était en fait une attaque frontale de la famille et qui donne davantage la place à la famille dite sociale qu'à la famille biologique. Eh bien moi, je suis pour la famille biologique d'abord, avant la famille sociale. C'était tout le pan de la famille qui était écoulé. Et je me suis opposée à ça. Et j'ai fait un article dans le Figaro. Et je pense que ça m'a coûté cher. Mais je m'en fiche. Ça m'est complètement égal. C'est pas mon problème. J'ai pu éviter ça. Et vous avez vu le statut du beau-parent? Il est en train de réapparaître dans la loi famille que nous prépare M. Hollande. Et là, j'espère bien que les UMP ne vont pas se laisser faire. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est que les Français, au moment des européennes, donnent des voix à ceux qui, depuis tant d'années, en apparence ont échoué, mais tenaient les vraies valeurs qui vont demain naître. Ah oui, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est avec le Front National, là vous y allez tout de go. Marine Le Pen, c'est une postmoderne, sans profondeur, entourée de technocrates ambitieux et transgressifs. Rien que ça. Oui, bah écoutez, de toute façon, le Front National a toujours été mon adversaire. En 86, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, il y avait un groupe du Front National, et j'ai regardé avec intérêt ce qui était fait par ce groupe. Et du reste, il y avait des gens tout à fait intéressants. Je me souviens par exemple de M. Drostolan, avec lequel j'ai créé un groupe pour l'accueil de la vie, parce qu'il y avait un groupe pour la truffe, pour la défense de la truffe à l'époque, mais nous on a voulu faire un groupe pour défendre la vie déjà à ce moment-là, et ça nous a été refusé, figurez-vous, déjà en 86. Donc le Front National a toujours, mais j'ai vu à l'époque que le Front National avait comme réponse à toutes les difficultés qui existaient, c'était l'exclusion. Et moi je ne suis pas une femme d'exclusion. Moi je crois, parce que je suis catholique, je crois profondément que tout homme est digne, et parce qu'il est à l'image de Dieu, quel que soit son état de santé, de race ou de religion. Et donc, moi, l'exclusion, ça ne peut pas être ma clé de connaissance et d'action. J'ai toujours eu un Front National contre moi dans mes élections législatives. J'ai été élue pendant plus de 20 ans dans ma circonscription, qui n'était pas faite pour Mme Boutin. Je l'ai reprise à la gauche, moi, à l'époque. Donc, voilà. Mais il est certain que Marine Le Pen a donné une orientation au Front National qui
à une période, avait une dimension chrétienne réelle qu'elle a complètement abandonnée aujourd'hui. Personne ne peut le contester, elle le dit elle-même. Sur le plan du mariage homosexuel, elle ne s'est absolument pas engagée, et je ne veux pas aller plus loin, mais on sait très bien quel est son entourage. Quant à M. Philippot, lui, sur le mariage homosexuel, il demande un Pax amélioré. Il sait très bien, puisque compte tenu de son niveau sortant de l'ENA, que ça ne peut que conduire à un nouveau mariage. Donc tout ceci n'est que du pipeau. Et je dis simplement aux catholiques et aux chrétiens qui sont intéressés, parce que je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont à l'UMP, qui ne veulent plus voter UMP et qui veulent aller au Front National, eh bien ils font fausse route. Parce que le Front National aujourd'hui n'est plus celui auquel ils croyaient. Et ce Front National-là combat les idées profondes de respect de la dignité de toute personne humaine. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, positionnement personnel, enfin, vous avez dit cette phrase formidable, après 30 ans à contre-courant, je deviens à la mode. Alors moi, je ne retire pas le fait que vous soyez à la mode, oui, plutôt plus que moins. Mais par contre, 30 ans à contre-courant, vous avez été ministre, président du Conseil général, député. Je veux dire, le contre-courant était plutôt quand même sympathique. Par rapport aux structures, monsieur, par rapport aux structures, ça peut paraître ambigu parce qu'effectivement, mais qu'est-ce qu'on m'offrait? Qu'est-ce qu'on offrait comme organisation? Cette organisation et cette structure s'imposaient à moi. Alors, soit je ne faisais rien, je restais chez moi, soit j'utilisais la structure pour essayer de l'infléchir. Et effectivement, je suis même devenue ministre, bien que je sois contre l'avortement, bien que je défende la famille. Et en 1986, le mot famille ne pouvait pas être prononcé dans l'hémicycle parce que c'était trop pétiniste. Malgré ces fondamentaux-là qui m'ont de répartition de la richesse et du plus fragile, tout le travail que j'ai fait sur les prisons, par exemple, sur la dignité de la personne est importante. Eh bien, malgré tout cela, j'ai pu avoir ce hochet de la République et la responsabilité ministérielle. Ce qui veut dire que l'on peut avoir des convictions, que l'on peut être en apparence minoritaire, mais être tout de même respecté et infléchir. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, on arrivait au bout du bout, et que maintenant, ce n'était plus possible de l'intérieur de pouvoir infléchir le système. Il faut reconstruire. Et cette question-là, monsieur, va nous être posée à nous tous, quel que soit le résultat des élections européennes. Cette question fondamentale, qu'est-ce que tu veux demain pour tes enfants et tes petits-enfants? Tu veux une société avec transcendance, dans laquelle l'homme est respecté de l'alpha à l'oméga comme étant vraiment la clé pour ouvrir toute l'organisation sociétale, ou au contraire, tu mets en avant la toute-puissance de l'homme? Eh bien moi je vous le dis, la toute-puissance de l'homme conduit à la violence, du reste on commence à la voir se développer un peu partout dans le monde, et en France en particulier, et à la barbarie. Donc moi je ne veux pas de barbarie, je veux la dignité de la personne humaine. Et je veux que l'Europe assume son histoire. Dernière phrase, vous avez dit, ce n'est pas facile d'être hors de la pensée unique. C'est du dépit, c'est la difficulté devant l'œuvre. Non, c'est pas du dépit. D'abord, je ne suis pas une femme de dépit, je ne suis pas une femme de regret, je suis une femme d'espérance. C'est simplement le constat qu'il faut, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir la foi, et que cette foi me donne une force intérieure qui me permet de supporter tous les coups, toutes les avanies que l'on me fait porter, parce que justement, je n'étais pas à la mode et j'étais à contre-courant. Mais non, je ne regrette rien, et je pense que nous sommes vraiment à un moment très important de notre histoire. Un espèce de basculement. Sur le plan spirituel, je dirais que nous sommes sans doute arrivés dans les temps derniers, qui vont peut-être durer 3000 ans, parce que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Mais nous sommes à un basculement, et chaque homme va avoir cette question. Est-ce que tu acceptes la transcendance ou pas? Alors c'est vrai que dans un pays laïque, comme le nôtre, laïcard même, comme le nôtre, c'est une question qui fait peur. Mais même si elle fait peur, elle sera posée à chacun d'entre nous, et nous devrons y répondre. Et moi je réponds, je veux d'une société avec la transcendance. Et je ne veux pas d'une société sans transcendance. Voilà, c'était Christine Boutin qui parle de transcendance et qui est donc à la mode. Ce n'est pas le moindre des paradoxes.